Bienvenue à l'épisode 4 de notre série Back to Basics Sustainability. Dans cet épisode 4, nous allons nous focaliser sur un sujet qui est très intéressant parce que ce sont les ressources. En effet, les ressources dont nous avons besoin sont quelque part limitées. Vous l'avez compris, la planète Terre est un environnement fini. Il faut donc faire très attention aux ressources, comment on les utilise, comment on peut les sauvegarder, les préserver, tout en les utilisant, puisque nous avons besoin de l'énergie, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. D'après Wikipédia, une ressource désigne tous les matériaux disponibles dans notre environnement qui sont technologiquement accessibles, économiquement réalisables et culturellement durables et nous aident à satisfaire nos besoins et nos envies. Nous avons vu dans le premier épisode de cette 3e saison que la planète Terre est limitée. Les limites sont la planète elle-même. Cela signifie que les ressources qui peuvent être utilisées à partir de la planète pour produire l'énergie dont nous avons besoin sont également limitées. Bien sûr, certaines ressources sont créées sur une très longue période et pourraient être recréées sur une période très très longue. Nous définissons 2 types de ressources, les ressources renouvelables et les ressources limitées, appelées aussi les ressources non renouvelables. Une ressource renouvelable, également appelée ressource en flux, est une ressource naturelle qui se réapprovisionnera pour remplacer la partie épuisée par l'utilisation et la consommation, soit par reproduction naturelle, soit par d'autres processus récurrents, dans une durée limitée, dans une échelle de temps humaine. Les ressources non renouvelables sont limitées par le temps humain. Les ressources renouvelables peuvent devenir non renouvelables si elles sont surexploitées. Nous voyons tout de suite que toute cette échelle dépend de l'échelle humaine. Les hommes peuvent compter en années, en siècles. Les milliers d'années, c'est déjà un petit peu un défi. Et l'échelle de temps de la planète, comme expliqué dans le premier épisode, se calcule en milliards d'années. Commençons par les ressources non renouvelables. Les métaux sont généralement des ressources non renouvelables. Une fois une mine épuisée, elle ne sera plus jamais exploitée. Le cuivre, par exemple. Avec la transition actuelle vers une économie à faible intensité en carbone, d'autres éléments devraient également être envisagés, le lithium, les terres rares, le nickel. Le pétrole, le charbon et le gaz naturel résultent de l'accumulation et de la transformation, sur des millions d'années, de matières organiques provenant des plantes, plancton et des animaux. Le pétrole est principalement utilisé pour le transport, la pétrochimie, y compris les plastiques, la production d'électricité, l'industrie, pour faire le verre, l'acier, le ciment. Selon de nombreuses sources, le pic de production de pétrole a été atteint en 2008-2009. Le charbon est principalement utilisé pour produire de l'électricité et, dans l'industrie, par exemple, l'acier. Les réserves prouvées de charbon couvrent plus de 130 ans de consommation réelle. Le gaz naturel a un mode d'utilisation différent, le chauffage domestique et la production d'électricité. Les réserves prouvées couvrent 55 ans de consommation réelle. Même si l'eau est extrêmement abondante sur la planète, rappelez-vous que 73% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. L'eau n'est pas distribuée de manière égale. Il est également intéressant de remarquer que le volume global d'eau sous toutes ses formes, c'est-à-dire liquide, solide et gaz, est plutôt stable dans le temps. Néanmoins, la majeure partie de l'eau de la planète est contenue dans les océans, mais elle n'est pas utilisable pour la plupart des applications en raison de sa teneur en sel. L'eau fraîche ne représente que 2,7% de l'eau disponible. L'eau fraîche coule principalement dans les rivières, mais aussi est stockée sous sa forme solide, c'est-à-dire la glace, dans les glaciers, sous sa forme liquide, au-dessus du sol, dans les lacs, et sous terre, dans des aquifères. L'eau est utilisée à des fins multiples, l'agriculture, l'industrie, les usages humains, la production d'électricité. Lorsque les ressources sont limitées, toutes les utilisations sont en concurrence.
Les sols résultent de la transformation des roches par effet de l'érosion et de la vie. Ils diffèrent grandement dans leur nature en fonction de la roche-mère dont ils dérivent. Par exemple, le granit est à l'origine des sols sableux. Leurs propriétés combinées avec le climat local et l'usage définissent leur fertilité, c'est-à-dire leur capacité à cultiver des cultures. Les sols sont le substrat de l'agriculture et de la forêt, mais ils sont également couverts par des bâtiments, des routes, des infrastructures. Les sols arables représentent 33 millions de kilomètres carrés, soit 6,5% de la surface de la Terre. Les sols peuvent se dégrader s'ils ne sont pas correctement gérés. Dans des climats arides, l'irrigation avec de l'eau contenant des sels peut entraîner une salinisation, ce qui les rend impropres à l'agriculture. Les forêts s'étendent au total sur 4,06 milliards de hectares, ou 40,6 millions de kilomètres carrés, soit 31% de la surface totale des terres. Si on regarde plus en détail, 45% des forêts sont tropicales, 27% sont boréales, 16% sont tempérées et 11% sont subtropicales. L'étude révèle que les forêts ne sont pas réparties de manière homogène sur la planète. Plus de la moitié, c'est-à-dire 54% des forêts, est en effet concentrée dans seulement 5 pays. Chiffre de 2020, la Fédération de Russie avait 20%, le Brésil 12%, le Canada 9%, les États-Unis d'Amérique 8% et la Chine 5%. Les forêts primaires, c'est-à-dire les forêts composées d'espèces indigènes dans lesquelles aucune trace d'activité humaine n'est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas clairement perturbés, s'étendent sur 1,11 milliard de hectares, c'est-à-dire 11,1 millions de kilomètres carrés à travers le monde. On les trouve principalement au Brésil, au Canada et en Russie. Ces 3 pays comptant à eux 61% des forêts primaires. La superficie de ce type de forêt est en diminution constante depuis 1990. Selon le rapport de l'ONU, environ 420 millions de hectares, 4,2 millions de kilomètres carrés de forêts ont été perdus dans le monde depuis 1990 à cause de la déforestation. Quant à la superficie forestière mondiale, qui correspond à la somme de toutes les pertes de forêt, la déforestation, et de tous les gains de forêt, expansion de la forêt, sur une période donnée, elle diminue aussi. Ce sont ainsi 178 millions de hectares de forêt qui ont disparu depuis 1990. Mais le taux de perte forestière nette a diminué considérablement sur la période 1990-2020, en raison d'une réduction de la déforestation dans certains pays et d'une augmentation de la superficie forestière dans d'autres, due au boisement et à l'expansion naturelle de la forêt. C'est l'Afrique, avec 3,9 millions de hectares, qui a eu le taux annuel de perte forestière nette le plus élevé entre 2010 et 2020. L'Amérique du Sud arrive deuxième, avec 6,2 millions de hectares perdus. A l'inverse, c'est l'Asie qui compte la plus grande croissance nette, suivie de l'Océanie et de l'Europe. Plus de 700 millions d'hectares, 7 millions de kilomètres carrés, de forêts se trouvent dans des aires protégées. C'est l'Amérique du Sud qui en compte le plus avec 31%. Près de 10% des forêts sont affectées à la conservation de la biodiversité, soit environ 424 millions de hectares. Enfin, environ 30% de toutes les forêts, principalement utilisées pour la production. Au niveau mondial, près de 1,15 milliard de hectares de forêts sont gérés principalement pour la production de bois et de produits forestiers non ligneux. En outre, 749 millions de hectares sont affectés à des usages multiples, ce qui inclut souvent la production. La biodiversité, c'est la diversité des organismes vivants, qui est évaluée en tenant compte de la diversité des espèces, de la diversité des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que de l'organisation et de la distribution des écosystèmes. La biodiversité est définie par la Convention sur la diversité biologique comme, entre guillemets, la variation des êtres vivants de toutes origines, y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela inclut la diversité au sein des espèces et la diversité des écosystèmes. C'est l'article 2 de cette convention.
La notion de biodiversité concerne ainsi l'ensemble des composantes et des variations du monde vivant. Les scientifiques distinguent 3 niveaux. La diversité écologique, c'est-à-dire les écosystèmes, la diversité spécifique, c'est-à-dire les espèces, et la diversité génétique, c'est-à-dire les gènes. Un autre élément essentiel de la biodiversité est les interactions au sein et entre chacun de ces 3 niveaux d'organisation. Toutes ces mesures de surface, de débit, de qualité, de quantité sont faites soit manuellement, soit automatiquement, et sont consignées afin de pouvoir être réutilisées et analysées plus tard. L'homme a toujours observé et noté afin d'apprendre. De nos jours, les ordinateurs remplacent l'homme pour certaines de ces tâches. Ils stockent donc la donnée et la rendent utilisable visuellement. Dans les saisons 1 et 2 de Back to Basics, nous avons vu ces sujets. D'abord, la gestion et le stockage de la donnée dans la première saison, puis l'utilisation de la donnée dans la saison 2. Je vous laisse le soin de regarder à nouveau certains de ces épisodes. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les ressources de notre planète qui nous permettent d'habiter, d'exister, de vivre, je vous donne rendez-vous au prochain épisode au cours duquel nous allons parler de la pollution ou des pollutions. Alors encore une fois, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.